Alors bonjour à tous. Donc notre groupe est constitué de Camille Procassia, Émilie Mantéophile, Stécie Abdallah, Elie Partouche, Célia Valentin et moi-même Vigan Erabid. Alors notre sujet c'est le glunomab et en quoi cet anticorps peut éventuellement être un espoir de guérison de la sclérose en plaques. Alors nous allons commencer par une présentation générale de ce qu'est la sclérose en plaques. Donc la sclérose en plaques est une maladie auto-immune neurodégénérative. En effet, des cellules du système immunitaire vont se retourner contre l'organisme. Donc il faut savoir qu'en règle générale, les cellules immunitaires sont là pour protéger notre organisme de tout ce qui est pathogène, ce qui va vous éviter de tomber malade constamment. Dans le cas de la sclérose en plaques, elles vont reconnaître à tort un élément qui est propre à notre organisme comme étant pathogène et vont donc s'y attaquer. Cet élément, c'est la gaine de myéline qui est présente au niveau de nos neurones. Donc un neurone, je pense que tout le monde arrive à visualiser, c'est composé d'un corps cellulaire et d'un long prolongement qui est appelé l'axone. Donc c'est au niveau de cet axone qu'on a la gaine de myéline, donc elle l'entoure, comme ici. Le message nerveux va se transmettre au niveau de cette gaine de myéline, donc à l'extérieur, en sautant de nœud en nœud, ce qui va permettre un passage très rapide et surtout très fluide, donc 400 km/h. Dans le cas de la sclérose en plaques, donc on a vu que les cellules immunitaires allaient dégrader par endroits cette gaine de myéline. Donc on va avoir cette conformation-là, donc l'axone qui est mise à nu, ce qui va ralentir fortement le passage du message nerveux. Et ces plaques, d'où le nom de la maladie, donc les plaques sont formées par cette démyélinisation, peuvent être visibles par IRM. Donc à gauche, nous avons un cerveau sain, et à droite, le cerveau d'une personne atteinte de la sclérose en plaques. Donc on peut voir ici des taches blanches qui représentent les plaques de démyélinisation. Alors, la sclérose en plaques est une maladie qui touche plus de 2 millions de personnes dans le monde, dont 90 000 en France. C'est la première cause de handicap sévère non traumatique. Elle touche majoritairement des femmes, puisqu'elles sont 3 fois plus nombreuses que les hommes. Et la maladie se déclare généralement entre 25 et 35 ans. Les symptômes de la sclérose en plaques sont divers et dépendent de la zone ou des zones touchées par la démyélinisation. Ces symptômes peuvent être de type psychomoteur, tels que des troubles cognitifs, des troubles de la vision, la dépression ou encore la fatigue. Ils peuvent être aussi d'ordre physique, tels que des difficultés pour la marche, la rigidité ou des spasmes musculaires ou encore l'incontinence. À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement pouvant soigner la sclérose en plaques, mais il existe des traitements pouvant atténuer les symptômes de la maladie. La question que l'on peut se poser est comment bloquer l'entrée des cellules immunitaires dans le système nerveux. Une étape importante de la sclérose en plaques est une ouverture anormale de la barrière hémato-encéphalique. Mais qu'est-ce que la barrière hémato-encéphalique ? Elle est composée de cellules endothéliales, donc des cellules qui sont liées entre elles grâce à des jonctions serrées et qui recouvrent des capillaires sanguins qui passent à travers le cerveau. Comme son nom l'indique, elle fait barrière entre le système sanguin et le système nerveux central. La barrière hémato-encéphalique est imperméable et empêche en grande partie l'entrée de cellules immunitaires et de molécules potentiellement toxiques. Dans le cas de la sclérose en plaques, il y a une altération de la barrière hémato-encéphalique qui permet alors l'entrée de davantage de molécules. Sur cette barrière hémato-encéphalique, on va trouver des récepteurs que l'on appelle récepteurs NMDA. Lorsqu'un ligand, le TPA, vient se fixer sur ce récepteur NMDA, les cellules endothéliales vont perdre la faculté de rester jointes et ainsi les cellules immunitaires vont pouvoir passer cette barrière pour aller démyéliser les neurones comme vu précédemment. Dans notre article, les chercheurs ont synthétisé une molécule que l'on appelle un anticorps qui a cette structure-là. Et donc le rôle de cet anticorps va être de venir se fixer sur le récepteur NMDA à la place du TPA. Et ainsi, en se fixant, le glunomab va empêcher le passage des cellules immunitaires vers les cellules neuronales et empêcher ainsi la démyélinisation. Donc une fois cet anticorps mis en place, il a fallu le tester.
Donc pour cela, les chercheurs ont pris des souris chez lesquelles ils ont induit la sclérose en plaques. 6 jours après cette induction, on obtient des souris malades. 9 jours après l'obtention de souris malades, on sépare les souris en 2 lots. Donc on aura un lot qui sera traité au glunomab et un autre qui ne le sera pas. À partir de ces 2 lots, les chercheurs ont réalisé de nombreuses expériences afin de déterminer la pénétration des cellules immunitaires au travers de cette barrière hémato-encéphalique, l'état de démyélinisation ainsi que leur état clinique. Donc toutes les expériences qu'ils ont pu réaliser ont pu permettre aux chercheurs d'arriver finalement à ce type de résultat. Donc sur cette figure, vous avez le score clinique qui est représenté en fonction du nombre de jours après induction de la maladie. On voit qu'à différents jours, ils ont injecté de l'anticorps. Et donc ce que cette figure nous montre, c'est que les souris qui sont traitées au glunomab présentent un score clinique qui est proche d'un état intermédiaire, tandis que les souris qui, elles, ne sont pas traitées au glunomab présentent un score clinique qui rapproche les souris à un score clinique relativement élevé, donc les souris sont très malades. Donc ce que cette figure nous montre, c'est que le glunomab, en fait, ça marche, ça fonctionne. Ce résultat, ils ont pu l'avoir grâce à certaines expériences, dont celle que je vais vous présenter, qui est représentée par cette figure. Donc en fait, cette figure, elle représente des coupes de moelle épinière de souris. On a en haut les coupes de moelle épinière de souris qui sont non traitées, donc c'est les 3 images que vous avez là. En bas, les coupes de moelle épinière de souris qui sont traitées au glunomab, donc ces 3 images-là. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est en pointillé, vous avez la barrière hémato-encéphalique qui est représentée. À gauche, le système sanguin et à droite, le système nerveux. Les petits points colorés que vous avez, en fait, ils représentent les cellules immunitaires. On peut les repérer parce qu'on a un marquage spécifique de ces cellules qui a été réalisé, un immunomarquage. Donc en fait, en vert, à gauche, vous avez les cellules du myéloïde. Au centre, en rouge, vous avez les neutrophiles. Et à droite, en rouge également, les cellules présentatrices d'antigènes. Donc ce que cette figure nous montre, c'est que globalement, les moelles épinières de souris qui ne sont pas traitées au glunomab présentent des moelles épinières qui sont beaucoup plus infiltrées et envahies par les cellules immunitaires comparées aux souris qui, elles, sont traitées au glunomab. Par rapport à l'état de démyélinisation, ils ont obtenu des résultats qui sont très prometteurs. Ils sont affichés sur notre poster, que je vous invite donc à consulter. On ne pourra pas vous le présenter ici, faute de temps. Mais les figures que je vous ai présentées nous permettent déjà de conclure que le glunomab empêche l'infiltration des cellules immunitaires au travers de la barrière hémato-encéphalique. Donc de manière un petit peu plus générale, donc, comme on l'a vu, le glunomab bloque le passage des cellules du système immunitaire dans le tissu nerveux, ce qui va permettre d'empêcher la démyélinisation, autrement dit la destruction de la gaine de myéline dont nous avons parlé un petit peu précédemment. Cette action va permettre d'améliorer l'état clinique de nos souris. De nouveaux tests sont à pratiquer sur les animaux, notamment pour pouvoir avoir une dose optimale, mais aussi pour pouvoir déterminer de nouveaux moyens de production. Il faut bien garder en tête que ces traitements, même s'ils sont prometteurs, ont été faits chez la souris, mais pas encore chez l'homme. C'est la raison pour laquelle un passage à une phase clinique est envisagé. Désormais, nous tenons à remercier nos encadrants, monsieur Pelta et monsieur Fisson, notre expert, monsieur Docagne, notre sponsor Humanis, notre tuteur, monsieur Perea, et enfin, notre parrain, monsieur Reva, également directeur du Généton. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Complètement oublié de... Donc dans l'immunomarquage, vous avez présenté CD11B, classe 2, neutrophile, mais pas par exemple les lymphocytes T. Est-ce que vous les avez ôtés volontairement ou ils n'ont pas présenté un marquage T4, T8 dans les images? Si, il était présenté dans l'article, mais on s'est dit que ça ne servait à rien de présenter autant de marquages, sachant qu'ils avaient tous le même résultat en fait. Voilà. Oui, toujours.
D'accord. Enfin, après, c'était plus pour représenter la variété des cellules immunitaires qui passaient au travers de cette barrière. Merci. Je me souviens avoir vu des statistiques, je crois que c'est l'INSERM qui avait présenté ça, sur cette maladie de la sclérose en plaques, qui avait un taux important de guérison spontanée. Je crois me souvenir qu'il y avait des 30%, bon, c'est quand même assez impressionnant. Alors, la question est-ce qu'on sait, parce que c'est quand même il y a quelques années, est-ce qu'on sait comment cette guérison spontanée se produit, auquel cas on pourrait la reproduire? C'est peut-être d'ailleurs ce mécanisme-là qui se déroule, je ne sais pas. Par exemple, apparemment il y a des déclencheurs simples, hein, comme les femmes sont touchées, une femme enceinte peut déclencher de la sclérose en plaques, et une femme qui a la sclérose en plaques, lorsqu'elle devient enceinte, arrête sa sclérose en plaques. Bon. À l'époque, il n'y avait pas d'explication, je ne sais pas s'il y en a, mais ça pourrait être une voie de recherche. Alors, sinon, l'autre, alors ça c'est, est-ce qu'on a des informations sur ce sujet? Et puis une autre, c'est de dire, bon là, on a un mécanisme pour la bloquer, et moi je fais le rapprochement avec un projet que j'ai vu dans les revues scientifiques, maintenant qu'on a CRISPR-Cas9, qui nous a été présenté, il serait question de faire de la, j'appelle ça de la déradicalisation des cellules immunitaires. Parce que dans le cadre du cancer, apparemment le système immunitaire apprend à ne pas détruire les cellules cancéreuses. On lui a trafiqué l'esprit, on l'a radicalisé, il ne détruit pas les cellules cancéreuses. Et donc il y a un projet en cours qui serait de déradicaliser ces cellules immunitaires, c'est le projet CAR-T, je crois, pour que le système immunitaire reprennent un travail normal en détruisant les cellules cancéreuses. Alors pourquoi, dans le cas de la sclérose en plaques, on ne pourrait pas envisager un système? On va retravailler la cellule immunitaire qui a appris à lutter contre la myéline pour lui dire, bon ben, hop, laisse tomber, puis travaille normalement, t'occupe pas de la myéline, fais ton petit travail. Bon, c'est des propositions. Est-ce que ça serait possible, envisageable? Est-ce que ça a du sens ou est-ce que c'est déraisonnable? Bah écoutez, oui, c'est totalement envisageable. Maintenant, dans le cadre de l'article, pour l'instant, ils se sont arrêtés à ce mécanisme, qui même là a encore un petit peu de mal à être expliqué totalement, de manière assez exhaustive. Mais oui, bien sûr, c'est totalement envisageable. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors j'ai une petite question parce que comment ça s'appelle ça? Le glunomab, là, est-ce qu'on le propose? Excusez-moi, mais bon, c'est un nom de médicament. Hein, donc est-ce qu'on le propose dans un traitement de la sclérose en plaques ou dans l'amélioration de la sclérose en plaques, de l'état de sclérose en plaques? J'ai pas fini. Ah, vous avez qu'un micro, hein, c'est la pauvreté. C'était quoi la question? C'est quoi la question? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que le glunomab, je ne vais pas y arriver, est un médicament qui pourrait être utilisé et qui aboutirait justement, comme vous avez par moment présenté, à empêcher la démyélinisation dans la sclérose en plaques? Alors, il faut savoir qu'il y a déjà des traitements contre la sclérose en plaques, mais qui soulagent seulement les symptômes. Et glunomab, c'est le premier traitement qui va non pas soulager les symptômes, mais qui va empêcher la progression de la maladie. Je suis pas sûr. Ah, c'est ce qu'on nous a dit. Ah oui, c'est le premier anticorps qui va empêcher la progression. Ça va empêcher la progression, mais ça ne va pas empêcher une des phases de la sclérose en plaques, une des parties de la sclérose en plaques qui touche le système nerveux périphérique. Ah non, par contre, non, ça va seulement... Puisque là, vous avez un médicament, un anticorps qui joue sur le passage de la barrière hémato-encéphalique. Or, toutes nos motoneurones qui innervent nos muscles sont myélinisés. Et là, ils ne sont pas protégés par la barrière hémato-encéphalique. Je pense qu'ils vont faire par étapes. Ils vont déjà voir l'action de glunomab sur ces neurones-là. Et si c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, ils envisageront pour... la totalité. Ça ne marchera pas. Sur le principe, ça ne marchera pas. Ah non, parce que la le barrière système nerveux hémato-encéphalique périphérique n'est pas protégé par la barrière hémato-encéphalique. Mais ce serait en tout cas, grâce à glunomab, un
une première avancée pour lutter. Donc les paralysies, ouais. tout ça, c'est pas possible. Non. Ça marchera, ça Non, marchera pas. ça va pas traiter tous les symptômes du coup, de la sclérose en plaques. Et la conduction, 200 mètres par seconde, c'est suffisant. 400, c'est beaucoup. Vous montrez un kangourou, c'est peut-être chez le kangourou, mais en tout cas chez l'homme, maximum 200, c'est déjà pas mal, 200 mètres par seconde. Merci. Une question? Moi, j'ai juste une question par rapport à la figure que vous avez montrée sur les scores cliniques. Je voudrais savoir quels étaient les phénotypes qui regardaient. Et est-ce que vous avez une explication pourquoi, en fait, à partir de 15 jours, il y a une stagnation en fait, des résultats, vous ne pouvez pas aller plus haut? Par rapport au score clinique, merci. En fait, j'ai un peu simplifié la figure, je l'avoue. De base, là, on avait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois, ça correspondait à l'aggravation des symptômes, en fait. Et regardez, oui, la paralysie, les poussées, ce genre de choses. Et après, pourquoi ça stagne au bout de 15 jours? Après, ils n'ont pas fait de test de dosage dans leur étude, mais je pense qu'à ce moment-là, ils ont dû arriver à la dose nécessaire pour que, justement, pour que le glunomab soit efficace. Une question? Je voudrais juste savoir, le traitement que les souris ont reçu était sous quelle forme? Injection, médicament? C'était une injection sous-cutanée. Donc ils ont induit un modèle de la sclérose en plaques, donc le modèle EAE. Donc pour cela, ils ont injecté donc, deux protéines de la myéline, donc MBP et PLP, pardon, plus un adjuvant et une toxine pour induire du coup une forte réaction immunitaire. Voilà, on n'a plus d'autres questions? Bien, merci beaucoup.